Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous plein d'astuces qui peuvent vous permettre d'économiser des centaines voire des milliers d'euros par an. Alors il n'y aura pas forcément tout qui sera applicable pour vous, mais je suis sûre qu'il y en aura certaines qui pourront peut-être vous parler. Dans tous les cas, ce sont des choses que j'ai mises en place ou que j'ai recommandé à plein de gens de mettre en place parce que je trouve que c'est vraiment efficace, c'est vraiment l'effet cumulé de plein de petites actions qui peut vraiment faire la différence au bout d'un certain temps parce que on va pas juste faire les choses une fois, mais le fait de mettre en place de nouvelles habitudes, ça peut tout changer d'un point de vue budget. Donc c'est parti, je vous partage mes astuces. La première astuce, ça va être de ne boire que de l'eau, en tout cas d'essayer de ne boire que de l'eau ou presque. Je sais que ça peut paraître, je sais pas, un peu ridicule comme astuce, mais vraiment, ça peut faire tellement de différence sur votre budget course notamment. Si vous avez l'habitude d'acheter plein de jus de fruits, plein de sodas, des boissons alcoolisées, etc., ça va très vite représenter une grosse part du budget finalement sur le ticket, alors qu'en termes d'organisation des repas, ça va pas forcément apporter énormément pour les repas. Je dis pas qu'il faut absolument rien acheter, et surtout si vous avez l'habitude d'acheter beaucoup de sodas, etc., ça peut être difficile de passer de tout à rien du jour au lendemain, et c'est pas forcément le but, mais vous pouvez essayer de réduire un petit peu si vous avez envie de réduire votre budget, si vous avez envie de diminuer, si c'est un poste de dépense très important pour vous parce que ça vous apporte énormément, il n'y a pas de raison de le supprimer. Mais en tout cas, si vous cherchez des astuces pour réduire votre budget course, souvent on peut regarder de ce côté-là. Je sais que ça peut être difficile selon les habitudes que l'on a mises en place, mais on peut parfois chercher des petits moyens de substitution, comme le fait de boire plutôt du sirop par exemple, puisque ça coûte généralement moins cher. Nous, depuis que je suis partie de chez mes parents, on a toujours bu uniquement l'eau du robinet. Je sais que c'est pas pour tout le monde, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, etc. Moi, c'est vrai que j'ai grandi en ayant l'habitude de boire de l'eau en bouteille. Mes parents achetaient uniquement des bouteilles d'Evian et j'ai bu ça jusqu'à ce que j'ai 19 ans à peu près. Mais une fois que je suis partie de chez mes parents, tout simplement je faisais mes courses à pied, c'était trop lourd de porter des bouteilles d'eau, donc je suis passée à l'eau du robinet, ça ne m'a pas traumatisée. Moi j'ai pas de problème avec ça. Après, si vous aimez pas le goût, il existe des moyens de filtrer l'eau, il va y avoir des charbons, il peut y avoir des machines qui coûtent plus ou moins cher, etc. Après c'est vrai que nous ça ne nous dérange pas, donc on boit l'eau du robinet, on la met dans des bouteilles, on la laisse un tout petit peu décanter avant de la mettre au frais et on trouve que c'est parfait comme ça. Et mine de rien, c'est aussi un moyen de faire des économies sur le long terme, mais aussi un moyen de porter beaucoup moins lourd quand on fait ses courses à pied. Si vous avez vos derniers tickets de caisse sous la main, n'hésitez pas à regarder pour combien vous en avez eu en boisson pour avoir une idée. Je sais que parfois on donne plus forcément les tickets de caisse aujourd'hui si on les demande pas. Si vous avez des cartes de fidélité dans certains magasins, ça peut vous permettre d'accéder à vos tickets de caisse en ligne. Ça peut être un bon moyen pour regarder sur les dernières semaines, les derniers mois, combien vous avez dépensé en boisson. Si vous pensiez que c'était autant, peut-être que déjà actuellement vous ne buvez que de l'eau et que vous n'avez pas de budget sur ce poste-là. Mais ça peut être intéressant de regarder parce que parfois ça peut finalement représenter beaucoup plus que ce que l'on croit. Et si on se rend compte que par exemple sur 2 mois ça a représenté autant qu'une semaine de course, ça peut peut-être vouloir dire qu'on a une grosse marge de manœuvre sur ce budget-là. La deuxième astuce, c'est de faire des repas avec 3 ingrédients. Je sais que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne quand je vous propose des idées de recettes, etc. Mais en fait, ça change tellement les choses d'un point de vue budget. Je suis pas en train de vous dire d'essayer de faire des gâteaux super compliqués en utilisant seulement 3 ingrédients. Ce que je veux dire, c'est vraiment parfois simplifier vos repas. Surtout quand vous avez beaucoup de charge mentale, on peut faire des repas avec vraiment un féculent, un légume, une source de protéines. Et après, vous ajoutez des petits machins en topping, des trucs qui traînent chez vous. Mais en fait, quand vous faites votre liste de courses, parfois, juste réfléchir comme ça peut tellement simplifier les choses. Ça peut faire qu'au lieu de réfléchir en termes de recettes un peu, pas compliquées, mais de vous dire alors là je fais des lasagnes, là je vais faire une tarte. Des fois se dire juste dans l'assiette on peut avoir du riz, des courgettes et je sais pas moi du sétan, si par exemple comme moi vous faites votre propre sétan. Ça va vous simplifier votre assiette, votre organisation de repas. Vous êtes sûr d'avoir une assiette à peu près équilibrée si vous avez ces 3 bases là. Et après bien sûr vous ajoutez un filet d'huile d'olive, vous ajoutez je sais pas des herbes de votre jardin si vous en avez, des épices, des choses que vous avez dans votre frigo qu'il faut utiliser. C'est souvent comme ça que je compose mes repas et souvent j'ai des repas qui sont hyper petit budget mais on voit pas forcément qu'ils sont petit budget quand on les regarde comme ça d'un œil extérieur parce qu'ils ont l'air assez complets, assez bien composés. Et vraiment je vous invite à aller regarder mes vidéos dans lesquelles je vous donne des idées de repas. J'en ai fait une dernièrement dans lesquelles je vous partageais mes astuces pour faire des repas vraiment protéinés qui restaient quand même petit budget. C'était pas la vidéo au plus petit budget que j'ai pu faire, mais vous en avez plein sur ma chaîne avec vraiment des idées de repas à tout petit budget. Si vous manquez d'inspiration, n'hésitez pas à le faire. Et j'en ai déjà parlé, mais par exemple le fait de faire mon propre sétan, de le faire maison, vraiment c'est quelque chose qui me fait économiser tellement d'argent sur l'année parce que ça me permet d'avoir une source de protéines à un prix défiant toute concurrence vraiment.
et qui soit hyper bonne, hyper facile à intégrer dans ses recettes, qui soit super riche en protéines. Donc vraiment, c'est une astuce où parfois ça demande un peu de charge mentale pour pouvoir le faire. Si actuellement vous êtes déjà au maximum de tout ce que vous avez à faire, ce sera peut-être un peu compliqué d'intégrer, de faire du sétan maison dedans. Mais si à un moment vous avez un petit peu de temps, ça peut vraiment vous faire économiser beaucoup d'argent. Vous avez une vidéo sur ma chaîne où j'en parle aussi d'ailleurs de comment je fais mon sétan maison. Parce que le fait de l'obtenir pour 4 € le kilo et le fait que ça remplace des choses que je pourrais acheter qui coûtent dans les 15-20 € le kilo, à chaque fois que j'en fais, ça me fait économiser à peu près 10 € dès que j'ai fait 1 kg de sétan. Donc c'est vraiment très intéressant. Si on prend le fait que j'en fais à peu près peut-être une vingtaine de fois dans l'année, mine de rien, rien que ça me fait économiser à peu près 200 €. La troisième chose que vous pouvez mettre en place, c'est de faire un mois blanc. Donc le mois blanc, c'est le fait de ne rien dépenser, on va dire, dans tout ce qui est loisirs, déco, vêtements, restaurants, etc. pendant un mois. En fait, on garde notre carte bleue dans notre poche, sauf pour faire les courses et évidemment pour les dépenses obligatoires. Le but, c'est pas de ne pas payer la cantine de ses enfants. J'en avais fait un l'année dernière, à peu près au même moment. Et ça s'était bien passé, ça avait été très chouette pour rééquilibrer un petit peu mon budget. C'est quelque chose que vous pouvez faire soit pour économiser, par exemple, ça vous fait vraiment un mois où vous dépensez très peu, donc vous pouvez économiser normalement beaucoup plus qu'en temps normal. Ça peut vous permettre aussi d'équilibrer si parmi les mois précédents, vous avez un petit peu plus dépensé que ce que vous aviez prévu dans tout ce qui était loisirs, achats de déco ou de choses comme ça, et de vous dire bon là pendant un mois on se calme un peu, et ça permet un petit peu de diminuer le montant quand on le lisse sur l'année de ce qu'on a pu dépenser. Pour la petite anecdote, on a failli faire un mois blanc ce mois-ci avec mon conjoint. Finalement, on l'a pas fait parce qu'il y avait les vacances de Didier qui arrivaient là dans quelques jours, donc pour la fin du mois. Et on s'est dit que même si on n'avait pas prévu de faire des trucs de fou pendant les vacances, parce qu'on va surtout faire de la peinture chez nous, voir nos parents, etc. et un petit peu, je sais pas, profiter de la vie par ici, on va pas faire des choses de fou, mais on avait quand même envie de d'éventuellement aller au resto ou de faire quelques sorties quand même. Donc on a décidé de pas faire un mois blanc en avril. Mais en vrai, là j'ai fait notre budget il y a quelques jours, on a très peu dépensé en avril. J'ai l'impression que pour nous, c'est un mois plutôt pratique pour faire un espèce de mois blanc. Puisque je sais pas, c'est une période assez calme et là je me suis rendu compte qu'on avait très peu dépensé depuis le début du mois, puisque généralement à la fin du mois, je sais pas, j'ai une dizaine de lignes à peu près dans la catégorie des loisirs, variables, etc. Où on a acheté, je sais pas, des vêtements, où on est allé boire des verres, où on est allé au resto, etc. Et là pour ce mois-ci, j'avais une seule ligne pour tout le mois et on s'en est même pas vraiment rendu compte, on a juste été une fois brunché. Et donc littéralement là nos dépenses loisirs pour l'instant du mois d'avril, sachant qu'on est à peu près le 23 je crois, quelque chose comme ça, sont de 41 € puisqu'on a brunché et acheté plein de gâteaux à l'endroit où on était. Et sinon, on n'a rien dépensé du mois, on n'est pas allé boire de verre ou quoi que ce soit. Pour le coup, c'était pas vraiment fait exprès, c'est juste qu'on a fait énormément de tennis, qu'on avait énormément de matchs à jouer aussi. Et du coup, ça nous a pas mal occupé les week-ends, et souvent c'est le week-end qu'on a l'occasion d'aller dépenser. Donc ça a un petit peu fait qu'on a très peu dépensé sur le mois. Là, ça va se compenser dans quelques jours, puisque on va partir, donc Didier sera en vacances, on va aller à l'anniversaire de mon père, etc. Donc il y aura quelques petites dépenses. Mais malgré tout, ça restera un mois qui aura été très faible en dépenses. On fera quand même un vrai mois blanc à un moment. Comme d'habitude, je garderai quand même une petite cagnotte comme j'avais fait l'année dernière. J'avais gardé un petit extra, je m'étais compté à peu près, je sais pas, 30 € pour s'il y avait des situations quand même où je me sentais pas de refuser d'aller boire un verre ou ce genre de choses. Parce que c'est pas si facile de passer d'un budget qui parfois peut être de quelques centaines d'euros. Si on cumule, je sais pas, les loisirs, les restos, les activités, éventuellement quelques achats d'objets, de vêtements, etc. Ça peut toujours représenter une belle petite somme selon notre manière de gérer notre argent. Donc passer de tout à rien, ça peut être un peu difficile. Parfois on peut passer de tout à pas beaucoup et c'est bien aussi et c'est quand même un challenge à relever aussi. Si jamais ça vous met trop la pression de faire un mois blanc complet et que vous vous dites mais je vais pas passer un mois à rien dépenser du tout parce que vous avez une famille, parce que avec vos enfants ou je sais pas ce serait compliqué, vous pouvez trouver des compromis, essayer de vous dire une sortie sur deux qu'on fait sera gratuite, ou essayer de, plutôt que d'aller au resto avec des amis, organiser quelque chose à la maison ou chez eux où on se dit, on se met d'accord pour pas forcément amener de trucs et juste faire un truc un peu simple à la bonne franquette où le but c'est juste de se voir les uns les autres et pas de dépenser des tonnes d'argent. Je sais que ça peut être difficile, notamment sur le cadre social, c'est souvent sur cet aspect-là, sur l'aspect vie sociale, que c'est difficile selon nos situations, parce que pour certains, c'est très mal vu d'aller chez quelqu'un sans amener un beau cadeau. Il y en a qui sont habitués à avoir une vie sociale très riche, avec énormément de dépenses, avec énormément de sorties, donc ça va vraiment dépendre de vos habitudes, mais vous pouvez essayer de mettre en place des compromis pour un peu moins dépenser si vous avez l'habitude de faire énormément de sorties payantes. Ça peut se mettre en place aussi, même si, même moi qui suis plutôt économe, l'année dernière, il y avait des situations
où je m'étais un peu retrouvée, où je me sentais pas de refuser quelque chose ou quoi. Donc en soi, je conçois tout à fait et ça dépend totalement de notre entourage, des normes sociales, de notre éducation, etc. Donc voilà, faites au mieux sur tout ça. Mais en tout cas, je ferai un mois blanc, je sais pas trop quand, pas dans les prochains mois parce que je sais que j'aurai des dépenses prévues, etc. Mais à un moment, j'ai envie d'en refaire un au moins une fois en 2024 parce que je me dis que un mois blanc par an, c'est pas mal pour équilibrer un petit peu toutes nos dépenses. Parce que là, par exemple, en avril, on a très peu dépensé, mais en mars et en février, on a quand même pas mal dépensé, donc ça pourrait permettre de lisser un peu pour les fois où on a un peu dépassé le budget qu'on avait prévu pour le mois. La quatrième astuce, c'est d'essayer de garder sur votre compte courant uniquement ce qui va vous servir pour payer vos dépenses du mois et pas plus. Parce que quand il y a plus, on est tenté de dépenser plus en général. Et en plus, c'est dommage parce qu'il y a vraiment zéro intérêt. Littéralement, on touche pas d'intérêt quand on a de l'argent sur son compte courant, alors que même les livrets qui sont pas forcément hyper rémunérateurs vous amèneront au moins quelque chose. C'est très facile de faire un virement dans l'autre sens si à un moment vous vous rendez compte qu'il vous manque un petit peu d'argent sur votre compte courant et que vous avez trop épargné en début de mois. Mais en fait, alors bien sûr, ça nécessite de connaître son budget. Ça peut être un exercice aussi. Si vous êtes au début de la phase où vous faites votre budget, vous êtes pas vraiment sûr d'avoir tout compté, essayez en fait, laissez une somme sur votre compte courant et vous voyez si ça suffit à couvrir l'intégralité des dépenses du mois. Si ça suffit pas, de regarder pourquoi, quels sont les postes qui ont été plus grands que ce que vous aviez imaginé. Mais vraiment, je trouve que ça fait toujours une énorme différence. Alors après, ça va dépendre de votre organisation, de comment vous touchez votre argent. Moi, par exemple, je touche de l'argent plusieurs fois dans le mois, donc je peux pas forcément juste épargner une fois en début de mois, mais j'épargne un peu tout le temps. Dès que je touche mon argent, en fait, je l'envoie en épargne au fur et à mesure, en gardant toujours une petite marge, parce que j'ai quand même une assez bonne connaissance de mon budget. Mais après, vous choisissez l'organisation qui vous convient. Si vous êtes salarié, que vous avez un salaire assez régulier en termes de fréquence et en termes de montant chaque mois, je vous recommande vraiment de faire votre virement vers votre épargne en début de mois et pas à la fin du mois en regardant ce qui vous reste après avoir tout payé. Parce que souvent, quand il reste pas mal d'argent sur son compte, on est vraiment plus tenté de dépenser des petites sommes par-ci par-là parce qu'on se sent très riche avec ce qui nous reste. Alors que quand on a déjà épargné en début de mois, on a plus envie de jouer le jeu et de pas forcément avoir à refaire un virement en fin de mois. Même si ça prend, je sais pas, 2 secondes, mais c'est pour l'esprit un petit peu du défi de se dire j'ai réussi à tenir avec ce que j'avais fixé. La cinquième astuce, elle va s'adresser aux personnes qui ont toujours eu énormément de mal à épargner. Ça fait par exemple plusieurs années que vous gérez votre budget, que vous avez un salaire, etc., que vous payez vos charges, tout ça. Et en fait, à chaque fois, vous vous dites que vous allez réussir à épargner, mais à chaque fois, il y a des imprévus qui font que vous n'y arrivez pas forcément. Alors, dans certains cas, ça peut vraiment être parce que vous ne gagnez pas suffisamment et que c'est juste difficile de s'en sortir avec un très petit budget, et vraiment, ne culpabilisez pas pour ça. Si par exemple, vous avez un salaire qui n'est pas si petit que ça et que normalement, vous devriez pouvoir épargner avec, que la plupart de vos collègues et tout arrivent à épargner avec, mais que vous n'y arrivez pas, pour plein de raisons, je vous recommande d'ouvrir un plan épargne logement, un PEL. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable en termes d'intérêt, mais là le but, ça va pas être de faire travailler son argent, ça va être de commencer à se faire une épargne. Parce que je sais qu'on parle souvent, quand on parle d'investissement, d'argent sur les réseaux sociaux, etc., les gens vont vous dire de maximiser les intérêts, d'aller sur des choses qui vont vraiment vous apporter des intérêts cumulés sur le long terme, et les intérêts cumulés, c'est hyper intéressant et hyper puissant, mais il faut déjà avoir de l'argent à pouvoir mettre en épargne ou en investissement pour pouvoir toucher ces intérêts cumulés. Et si le problème déjà c'est qu'on n'arrive pas à épargner, le PEL ça peut être intéressant. Il y a quand même un taux d'intérêt de 2,25%. Et après, je crois que le dépôt minimum au tout début c'est 225 €. Je sais que ça peut demander un effort d'épargne si actuellement vous avez du mal. C'est pour ça que je vous recommande vraiment d'essayer de le mettre en début de mois et de manière à ce que ça vous mette pas en difficulté non plus. Ou alors d'essayer d'économiser quelques mois pour mettre cette somme de côté si vous avez une petite capacité d'épargne. Mais donc de mettre ces 225 € de côté au début. Et après, l'intérêt du PEL en fait, c'est que vous devez mettre obligatoirement 45 € par mois dessus, ce qui est une somme suffisamment importante pour que sur le long terme ça représente quand même quelque chose, mais suffisamment petite pour que si par exemple vous êtes plutôt dépensier ou quoi, ça vous choque pas non plus quand vous la mettez de côté. Si vous avez un salaire qui reste un minimum confortable et que vous avez l'habitude d'avoir un gros budget pour les loisirs, pour les sorties, etc., 45 € ça représente peut-être 2 sorties au resto pour vous, et peut-être que vous les verrez pas forcément sortir. Et vu que sur le PEL c'est pas bloqué indéfiniment, c'est pas dans le sens où si on en a besoin on peut pas le prendre. Le seul problème du PEL, mais qui est aussi un avantage dans cette situation,
c'est qu'on peut pas piocher dessus et garder son PEL. Si on pioche dessus, on ferme le PEL. En tout cas, on peut pas piocher un petit bout en fait, c'est soit on le casse, soit on le casse pas. Et donc psychologiquement ça fait qu'on a tendance à laisser l'argent dessus, vu que c'est une somme qui n'est pas énorme non plus à mettre 45 € par mois au minimum, hein, vous pouvez mettre beaucoup plus si vous le souhaitez. Ça peut vous permettre de faire une épargne sans vraiment y penser. J'ai ouvert un PEL en janvier 2023, donc je crois qu'à ce moment-là il n'était pas encore à 2,25%, je crois qu'il était à 2%. Je l'avais ouvert parce que je me suis dit si un jour tout ce qui est livret A, etc. ça devient plus bas que 2%, bah dans ce cas-là je mettrai un petit peu d'épargne là-dessus, sur l'épargne un peu que je veux garder, pas dans des investissements trop risqués ou quoi que ce soit. Et aussi parce que ça ouvre le droit à un prêt, donc je me suis dit selon l'évolution des intérêts à un moment, bah voilà, je préfère avoir ce plan même si je mets le minimum dessus. Et donc je crois que depuis janvier 2023, sachant que vraiment c'est un compte auquel je ne fais pas attention, j'ai juste 45 € qui partent dessus, mais je le remarque pas forcément parce que ça reste un petit montant en soi. Je crois que j'ai déjà pas loin de 1000 € dessus pour quelque chose qui m'a vraiment demandé aucun effort d'épargne. J'ai pas eu à y réfléchir, j'ai pas eu... Vraiment, c'est parti tout seul et finalement, en se cumulant, bah c'est pas si nul que ça en fait en termes de somme mise de côté. En mettant seulement 45 € par mois dessus, ça veut dire qu'au bout de 4 ans, sans vraiment y penser, vous aurez aux environs de 2500 € dessus. Au bout de 6 ans, ça fait à peu près 3500-3600 €. Sachant que comme je vous le dis, c'est pas un énorme sacrifice, c'est un petit effort d'épargne. Peut-être que vu comme ça vous paraît pas énorme de vous dire bon bah voilà dans 4 ans j'ai 2500 €, bon génial. Mais là c'est comme si vous aviez 2500 € en ayant fait un petit effort d'épargne sur les 4 dernières années. Je pense que la plupart des gens préféreraient avoir 2500 € même si c'est pas énorme que d'avoir 0 €. Et je sais que pour certains 2500 € ça peut être une grosse épargne, pour certains c'est rien du tout. Enfin on a tous, en fait on va comparer à ce que l'on a en général et on va adapter si on trouve que c'est beaucoup ou pas. Et bien sûr vous pouvez mettre un petit peu plus dessus. Peut-être que ça peut vous donner le réflexe d'épargner un petit peu plus, de vous dire ah bah cette semaine j'avais une sortie qui était prévue, elle a été annulée parce qu'il pleut ou j'en sais rien, j'avais prévu de dépenser 30 €, bah je peux les mettre en supplément sur mon PEL puisque dans tous les cas j'avais prévu de les dépenser. Ou des choses comme ça où vous dites bah je sais pas, il y a des vêtements que vous ne mettez plus, que vous avez vendus sur Vinted, de vous dire au lieu d'utiliser cet argent pour acheter d'autres vêtements, là j'ai pas forcément besoin de nouveaux vêtements, donc cet argent je le mets sur mon PEL. Et là ça peut grandir bien plus vite que ce que l'on pense, parce que ce que je vous ai dit sur les 2500 € en 4 ans, c'était en mettant seulement 45 € par mois. Mais si vous commencez à mettre 10 € de plus, 20 € de plus, parfois, je sais pas, vous avez une prime de 500 € au travail et vous vous dites, bah j'en garde 300 € pour, je sais pas, pour épargner pour mes vacances, et 200 € que je mets sur le PEL. Et là, ça peut vraiment vous donner le geste de l'épargne, l'habitude de l'épargne, voire aussi la récompense de l'épargne, parce que c'est agréable de voir son épargne monter quand on fait des efforts. Gardez quand même de l'épargne accessible pour vos besoins, essayez de vous constituer un fonds d'urgence éventuellement, mais là c'était vraiment l'astuce si vous avez beaucoup de mal à commencer à épargner parce que vous repiochez dedans très facilement pour des loisirs ou ce genre de choses. Et bien sûr au bout des 4 ans, si ça vous a donné vraiment un bon réflexe d'épargnant, vous pouvez casser votre PEL et mettre cet argent plutôt sur votre livret A, LDD, commencer à ouvrir un PEA ou peu importe, enfin faire autre chose de votre argent que le laisser sur le PEL, mais c'est vous qui voyez. La 6e astuce, c'est quelque chose qui peut vous faire économiser énormément d'argent sur le long terme, que vous pourrez pas forcément mettre en place dès demain, mais en gros, c'est la prochaine fois que vous devrez déménager, prendre en compte pas mal de facteurs lorsque vous choisissez votre nouveau logement. Et évidemment, il y a le prix du loyer ou le prix d'achat selon si vous êtes locataire, propriétaire, etc. Mais de voir un peu comment ça s'intègre dans votre budget, si c'est un loyer par exemple, voir la différence que ça ferait sur le nombre d'années où vous comptez rester dans ce logement, de payer tel ou tel loyer, si vous devez comparer plusieurs logements. Mais il n'y a pas que le loyer ou la mensualité qui compte lorsqu'on achète un bien, il y a aussi les autres coûts que va avoir ce bien, qui parfois peuvent prendre une place plus importante que la différence de loyer qu'on aurait eu entre deux biens. Il va y avoir par exemple par rapport à la surface, l'isolation, combien on va payer en chauffage, en électricité en général, est-ce qu'il y a des facteurs qui font que par exemple c'est mal exposé donc on va devoir allumer la lumière tout le temps et chauffer un peu plus l'hiver parce qu'il fera un peu froid, ou si au contraire vous êtes dans une ville comme Marseille où il fait plutôt chaud et que vous êtes vraiment exposé plein sud, que vous voyez que l'appartement est équipé d'une climatisation et que éventuellement vous seriez un peu trop tenté d'allumer la clim pendant l'été et que ça risquerait de vous coûter vachement cher, demandez éventuellement les anciennes factures d'énergie des anciens occupants, de voir quel était leur mode de consommation. Ce que vous pouvez prendre en compte aussi, c'est selon la localisation du bien, ce que vous allez devoir dépenser en frais d'essence, si vous avez besoin d'avoir une voiture, si les choses sont accessibles à pied. Parfois un logement peut vous coûter un peu plus cher parce qu'il est mieux situé, on va dire en centre-ville, etc.
mais derrière vous faire économiser le fait d'avoir une voiture par exemple. Et ça peut vous faire plus économiser que la différence de loyer. Ou si le logement est très proche de votre travail, ou s'il est proche de l'école de vos enfants. Il y a plein de facteurs comme ça que vous pouvez prendre en compte pour estimer les coûts sur le long terme qui vont au-delà de vraiment juste le prix d'achat ou le loyer. La 7e astuce, c'est de voir si ça pourrait être intéressant pour vous d'acheter sur des épiceries sèches en ligne pour avoir des prix de gros et éventuellement économiser sur l'essence. Si par exemple vous faites vos courses en voiture et que c'est pas juste à côté de chez vous, ça peut peut-être vous permettre de faire moins souvent vos courses si vous achetez vos bases d'épicerie en ligne, que vous les faites livrer et qu'après vous avez juste du frais à aller acheter de temps en temps. Il faut comparer aussi les prix en ligne avec les prix des produits équivalents que vous trouverez en supermarché, en magasin bio, etc. C'est pas forcément toujours plus intéressant en ligne, mais parfois il y a des choses qui sont beaucoup plus intéressantes en ligne. Dans mon cas, ça va être pour tout ce qui est haricots secs, enfin tout ce qui est légumineuses sèches, pour certains produits que je trouve pas partout, pour le lait d'avoine. Oui, j'ai dit que l'idéal c'était de boire beaucoup d'eau, mais moi par exemple je consomme du lait d'avoine parce que je l'utilise en cuisine et pour mes cafés latte. En vrai, ce serait bien plus économique dans ma vie si je buvais du café sans lait végétal du tout, mais j'aime trop ça, donc je vous l'ai dit, c'est dans la mesure du possible qu'on met en place des choses et seulement si on en a envie. Personnellement, j'ai pas envie d'arrêter le lait d'avoine, je trouve ça beaucoup trop bon. Mais par contre, je n'aime pas du tout le prix auquel il est vendu dans mon supermarché. Il est littéralement vendu 2 fois plus cher que là où je l'achète en ligne. Et c'est le cas pour plein d'autres produits. Et dans mon cas, il y a le fait aussi que vu que je n'ai pas de voiture, encore une fois, ce qui reste quelque chose à la fois d'important dans ce que ça me fait économiser dans mon budget, mais dans mon organisation aussi. En fait, c'est pas parce que quelque chose est très efficace que c'est forcément super facile à mettre en place, ça nécessite parfois de s'organiser un peu. Et les fois par exemple où j'ai pas acheté certains trucs lourds en ligne parce que j'ai pas eu le temps et parce que là je vais pas repasser une commande pour juste un truc et que je dois les acheter en supermarché, je le sens bien passer de devoir les porter. Ou parfois mon copain le sent bien passer, ça dépend qui porte et qui fait les courses ce jour-là. Mais voilà, ça peut éventuellement être intéressant pour vous. C'est toujours à comparer, toujours à regarder, toujours à voir par rapport à ce que ça peut vous apporter, mais moi ça joue vraiment un rôle dans le fait que je dépense très peu au quotidien. La 8e astuce, ça va être de faire le système des enveloppes pour vos dépenses. Si par exemple vous avez souvent tendance à dépenser un peu plus que prévu dans tel ou tel budget, dans le budget loisirs, dans le budget alimentation, et souvent ça peut vous aider, que ce soit façon liquide ou façon virtuelle. Je sais qu'on peut le faire selon les banques avec des systèmes virtuels, donc par exemple avec sa carte, faire une enveloppe virtuelle de je sais pas 300 € pour le mois pour l'alimentation. Et en fait, au fur et à mesure, on peut classer par catégorie et ça nous dit quand on a atteint la fin. On peut aussi le faire avec le système traditionnel d'une enveloppe avec l'argent dedans. On peut le faire soit pour la semaine et se dire, si on garde l'exemple des 300 €, se dire bon bah on a à peu près 75 € par semaine. Chaque semaine, on met 75 € dans son enveloppe et on va faire ses courses avec. Et dès qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ou alors, si comme moi, on a l'habitude de faire plutôt des achats en ligne et tout, et donc c'est pas forcément cohérent parce que je vais pas faire des achats en ligne toutes les semaines, de se garder son enveloppe pour le mois et d'avoir ses 300 € et de déduire par exemple, bah là j'ai retiré 80 € parce qu'il y a des choses que j'ai payées en ligne, il me reste 220 € pour le mois en liquide pour faire telle ou telle chose. C'est pas un système que j'ai déjà utilisé parce que le liquide et moi, je sais pas, ça fonctionne pas. Moi, l'argent liquide, j'ai l'impression que c'est de l'argent gratuit et que je peux le dépenser comme ça partout. Alors qu'avec l'argent en carte bleue, je le vois sur mon relevé de compte en banque et j'ai pas envie, en fait, de voir plein de dépenses partout. Donc je sais pas, psychologiquement, actuellement pour moi, ça marche mieux avec la carte bleue. Mais je sais que pour beaucoup de gens, le système des enveloppes avec le liquide marche très bien aussi et permet vraiment de bien réguler. Mais après, c'est à voir selon chaque personne, mais ça reste une méthode qui peut être très très efficace. Et vous pouvez le faire pour toutes les catégories. Pour la catégorie loisirs, quand je sais pas, vous allez boire un verre avec des amis, etc. Si vous avez l'habitude d'énormément sortir dans le mois et que vous comptez pas forcément, ça peut être bien de vous fixer une enveloppe par semaine pour un petit peu vous donner une limite sur tout ça tout en profitant quand même. Ça vous restreint pas non plus, vous n'avez pas 0 € à dépenser, mais par contre ça vous donne quand même un petit peu une vision de ce que vous dépensez parce que parfois on n'a juste pas conscience de tout ce que l'on dépense. La 9e astuce, si vous avez une voiture, essayez de faire du covoiturage, que ce soit pour aller au travail avec des collègues, que ce soit lorsque vous partez en vacances et que vous avez un gros déplacement à faire. Ça s'applique pas forcément si votre voiture est déjà pleine et que vous êtes une famille nombreuse, mais si par exemple, je sais pas, vous faites régulièrement des trajets de 100, 200 km pour aller voir vos proches
et que vous êtes tout seul dans la voiture, déjà ça peut vous faire éventuellement de la compagnie. Je sais que tout le monde n'apprécie pas forcément la compagnie quand il conduit, mais bon, ça dépend de chaque personnalité. Mais en tout cas, ça peut vraiment vous rembourser une partie du trajet. Il me semble qu'on n'est pas imposé dessus tant qu'on fait pas de bénéfices en fait, tant qu'on ne fait que partager le trajet. Mais je suis pas sûre, c'est à vérifier. Je n'ai pas de voiture, je n'ai pas testé cette méthode. Enfin, je l'ai testé en tant que passagère, mais du coup, moi j'avais juste à payer, j'avais pas à regarder ce qu'il fallait faire après. Mais en tout cas, j'ai une copine par exemple qui le fait, ça lui permet vraiment de lui faire économiser énormément d'argent sur ce que lui coûte sa voiture. Ça lui rembourse une grosse partie du trajet quand elle va voir ses parents, quand elle commence à faire des longues distances pour partir en vacances ou ce genre de choses. Ça lui permet à la fois d'économiser, puis ça permet aussi de rentabiliser un petit peu sur son empreinte écologique, de ne pas être tout seul dans la voiture. Vous pouvez mettre en place aussi du covoiturage pour amener les enfants de vos voisins à l'école et vice versa. Enfin, il y a des choses comme ça qui peuvent être mises en place si jamais vous êtes confortable avec cette idée, bien évidemment. Mais je trouve que c'est une chose à laquelle on ne pense pas forcément, alors qu'il y a plein d'avantages. Même si, comme tout dans la vie qui nous permet d'économiser de l'argent, bah, ça demande un peu plus d'organisation et parfois c'est pas pour tout le monde. Donc voilà, c'est à voir selon si ça vous convient ou pas. La 10e astuce, c'est que c'est vraiment bien d'avoir conscience de ce que l'on a déjà dans notre vie. Que ce soit dans nos placards pour, je sais pas, pour l'alimentation, parce que ça évite d'acheter des doublons quand on fait les courses et des choses qui risquent de périmer. En fait, ce que l'on a déjà acheté, c'est un peu de l'argent que l'on a déjà investi, que l'on n'a plus à dépenser. Parfois, ça peut nous faire de grosses économies. Et justement, je dis pas qu'il faut surstocker dans ces placards. Pour moi, c'est toujours bien d'avoir un petit peu de stock. Déjà, si à un moment, je sais pas, on est malade, on n'a pas le temps d'aller faire les courses ou ce genre de choses, c'est pratique de pouvoir se débrouiller sans faire les courses pendant quelques jours. Mais de ne pas trop stocker non plus parce que ça pourrait amener à avoir des choses qui périment. En fait, toujours avoir plus ou moins conscience de ce que l'on a, quelle que soit notre organisation en termes de courses. Parce que parfois, ça nous pousse aussi à organiser des repas avec ce que l'on a déjà, à dépenser un peu moins. Parce que des fois, on a tendance, quand on fait les courses plus souvent, à acheter plus de petits luxes et peut-être que ça nous permet d'être moins soumis à la tentation d'acheter plein de petites choses en plus. Nous, très souvent, on retarde un peu notre date de course en faisant avec ce que l'on a, parce que même quand on n'a plus rien dans le frigo, on a toujours des choses dans le congélateur, on a toujours des choses dans les placards qui peuvent servir, et même si des fois on ouvre le placard, on n'a pas l'impression qu'on peut faire un repas avec ce qu'on a là, parce qu'on voit un paquet de farine et des trucs qui se baladent comme ça, mais en fait avec de la farine on peut faire des petits pains, et avec les légumes qu'on a au congèle, on peut faire des choses, et puis si on a des légumineuses qui sont sèches, on peut les faire cuire et après on a une source de protéines. Enfin, il y a plein de choses que l'on peut organiser comme ça avec ce que l'on a déjà. Au niveau de nos placards plutôt vestimentaires, c'est pareil, c'est intéressant d'avoir conscience de ce que l'on a comme vêtements, notamment quand on a beaucoup de vêtements, parce que des fois on oublie certaines tenues que l'on a et on a tendance à racheter des choses qui y ressemblent un petit peu parce qu'il y a des choses qu'on va pas porter parce qu'on a totalement oublié qu'on les avait. Et mine de rien, ça c'est des choses qui peuvent nous faire économiser beaucoup d'argent en évitant de racheter des vêtements. Parfois retrouver quelque chose qu'on adore dans notre dressing et qu'on avait totalement oublié, ça nous redonne cette satisfaction que l'on a quand on achète un nouveau vêtement, qu'on trouve qui nous va bien, etc. On peut être content de retrouver quelque chose dans notre dressing, de se dire que bah, ça nous va bien, que ça nous fait plaisir, qu'on va pouvoir faire quelques associations de tenues auxquelles on n'avait pas pensé. Et on peut aussi revendre des choses et dans ce cas-là, matérialiser le fait de toucher de l'argent contre des choses qui dormaient littéralement dans nos placards. Et dans la catégorie avoir conscience des choses aussi, j'ajouterai un petit point qui est que parfois il y a plein de petits luxes dans notre vie dont on se rend pas forcément compte et auxquels on n'attribue pas forcément la valeur qu'ils méritent parce que ils coûtent pas forcément cher. Et ça me fait penser au fait que j'ai reçu un message d'une abonnée il y a quelques jours qui me parlait de la fois où j'avais dit qu'un des grands luxes, moi, dans ma vie, c'était quand je mangeais des fraises, par exemple. Et c'est quelque chose que j'avais dit il y a des années, je crois que je l'avais dit quand j'avais participé au podcast de Isadora et Marisa. Leur podcast s'appelle Intention, si jamais vous voulez aller écouter l'épisode. Il me semble que c'est là-dedans que j'avais dit qu'un des luxes de la vie pour moi, c'était de manger des fraises. Parce que vraiment, c'est vrai que pour moi, quand je dis que ce mois-ci, par exemple, on a pratiquement fait un mois blanc avec Didier, on a quand même eu plein de petits luxes, c'est juste que c'était pas des luxes qui coûtaient forcément de l'argent. Pour moi, faire du tennis, c'est un giga luxe. Alors ça nous a coûté de l'argent, mais ça nous a coûté de l'argent en début d'année quand on a investi pour notre adhésion, etc. Mais en tout cas, ce mois-ci, j'ai pu en faire autant que je voulais sans dépenser d'argent. J'ai été voir la mer, j'ai bu mon café au soleil sur ma terrasse, j'ai vu des amis, j'ai mangé des fraises aussi. Et vraiment, manger des fraises, pour moi, c'est pas comme manger des pommes. Manger des pommes, pour moi, c'est voilà, manger un fruit, ça fait partie de l'alimentation, c'est chouette, c'est bon pour nous, c'est plutôt bon au goût. Manger des fraises, c'est incroyable. Pour moi, les fraises, c'est tellement bon. Et c'est tellement cher ce truc qu'en fait pour moi c'est un vrai luxe quand j'en achète. Alors bien sûr je le compte dans mon budget alimentaire et pas comme dans mon budget loisir, même si en vrai pour le plaisir que ça amène, ça pourrait totalement être dans le budget loisir et vu le prix que ça coûte aussi. Mais en fait ça fait partie des petits luxes de la vie. Pour moi c'est pas
quelque chose dans lequel je mets aucune émotion quand je mange des fraises parce que c'est pas rien, je sais que c'est cher, je sais que c'est quelque chose que j'avais pas forcément les moyens de m'acheter quand j'étais étudiante et que j'avais vraiment un minuscule budget. Et donc je suis consciente du luxe que c'est et je savoure littéralement chaque fraise que je mange parce que je sais que si c'était que pour l'intérêt en vitamine C et en fibres, dans ce cas-là je peux manger des pommes ou des clémentines qui coûtent quand même vachement moins cher. Mais voilà, c'était pour la petite touche de nostalgie qui m'a été amenée par une abonnée parce que c'est vrai que j'avais oublié que j'avais dit cette phrase et que pourtant aujourd'hui je suis totalement d'accord encore avec ce que j'ai dit. Parce que c'est vrai que des fois on peut changer d'avis et on peut ne pas être d'accord avec ce qu'on disait avant. Mais alors sur les fraises, je suis encore totalement d'accord. Et donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que parmi tout ce que j'ai pu partager aujourd'hui, il y a des choses qui pourront vous servir, peut-être que ce ne sera pas le cas, peut-être que vous faites déjà énormément de choses. Dans tous les cas, si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les partager en commentaire avec ma communauté. Je sais qu'il y a encore plein d'autres choses que j'aurais pu dire, mais après je pense que la vidéo est déjà assez longue. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, vous pouvez mettre un commentaire, ça sert toujours mon référencement, donc merci beaucoup aux personnes qui prennent le temps de le faire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez rien manquer de ce qu'il va suivre. Je parle sur ma chaîne d'alimentation, de budget, de mode de vie, enfin de plein de choses en fait. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Je poste environ une vidéo tous les 5 jours. On peut aussi se retrouver sur Instagram où je poste quotidiennement en story, sur mon podcast qui s'appelle Mûre et Noisette aussi. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à dans environ 5 jours. Ciao ciao!